Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de la Vuelta 2022. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette course. On va revenir par gros points sur ce qui s'est passé. On parlera bien entendu de Remco Evenepoel. On parlera du parcours du spectacle, du bilan des Bleus. On parlera également des sprinters. Je pense à Pedersen, je pense à Bennett. Je pense également à Vine et Carapaz. Donc voilà, on va faire un gros bilan de cette Vuelta 2022. On va revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette Vuelta, ce que vous avez retenu de cette Vuelta en positif ou en négatif. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Méfiez-vous parfois, c'est que YouTube a du mal à comprendre qu'il y a plusieurs vidéos qui sortent par jour, donc n'hésitez pas également à aller sur la page de la chaîne, n'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas également à aller voir Spotify et le podcast, à écouter le podcast. Bilan de cette Vuelta 2022. Bon, on va revenir sur cette course avec des grands thèmes dont j'ai décidé de revenir. On parlera notamment de Remco Evenepoel. Voilà, j'ai décidé de traiter par des thèmes et pas faire un bilan équipe par équipe qui me semblait un peu plus compliqué à réaliser. On va commencer par mon bilan personnel de cette Vuelta. Ça a été, je vais vous dire très clairement, j'ai pas pris de plaisir à regarder la course. Alors je vais dire pourquoi j'ai pas pris de plaisir après plus tard. Mais ça a été peut-être le grand tour le plus laborieux sur la chaîne. Je ne sais pas si ça s'est senti, mais c'était laborieux, pas parce que y a de la fatigue, pas parce qu'il y a de la lassitude. J'ai pris du plaisir à regarder notamment les classiques canadiennes derrière. J'avais pas de lassitude au moment du Tour de Burgos, donc c'était pas pour en avoir au moment de la Vuelta. Mais j'ai jamais réussi vraiment à me mettre dans la course. J'ai regardé toutes les étapes, voilà, mais j'ai jamais vraiment réussi à me mettre dans la course. Peut-être le seul moment où j'ai pris du plaisir, c'est le passage au Pays Basque, où voilà, il y a eu des belles étapes. Mais sinon, j'ai eu du mal à me mettre dans cette course. Pourtant, il y avait un beau plateau du côté des grimpeurs. Du côté des sprinters, ça a été un peu plus limité, mais du côté des grimpeurs, il y avait du monde. Il y avait beaucoup de gens que j'attendais au tournant. Je pense à Ehrensman, je pense à Roglic, je pense à Remco Evenepoel. C'était des coureurs que j'attendais de voir, même Sam Bennett du côté des sprints. C'était des coureurs que j'attendais de voir à quel niveau ils se situaient. Et puis il y avait, voilà, c'était des courses où j'avais quand même des attentes et j'ai pas pris plus de plaisir que ça à regarder cette course. Mais, bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai rarement été un grand fan de la Vuelta. C'est pas le grand tour que je préfère, et vraiment pas du tout. C'est très rare que je dise vraiment beaucoup de bien de la Vuelta. Alors l'année dernière, par exemple, a été une exception. J'ai bien aimé la Vuelta de l'année dernière. Mais je ne suis pas un grand fan de la Vuelta. Je trouve que souvent, au niveau du parcours, j'ai des choses à redire. Parfois, la liste de départ n'est pas incroyable. Mais ouais, je prends rarement du plaisir à regarder la Vuelta. Alors, vous le savez, j'en ai pas vu 150 non plus des Vuelta parce que l'emplacement dans la saison fait que c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, j'ai pas pris beaucoup de plaisir pour cette course. Alors sur YouTube après, bon il y a eu le petit souci avec Remco Evenepoel, mais ça va, hein, je trouve que je m'en suis pris beaucoup moins plein la gueule que Guillaume Di Grazia, notamment sur Eurosport. La phrase sur Remco Evenepoel sur l'intention de triche, je l'aurais fait pour n'importe quel coureur. Il y a quand même des choses qui m'ont fait marrer parce que ceux qui m'ont dit oui, t'attaques que les Belges, t'attaques pas les Français, c'est vrai que bon, voilà, ça arrive tellement souvent que je m'attaque pas aux coureurs français. C'est vrai que je suis tellement chauvin dans la vie. Et puis, ouais, non, il y a des choses qui m'ont fait marrer. Bah, pas avec les fine boys, hein, parce que faut différencier des gens qui
qui apprécient des coureurs aux fanboys. Les fanboys, c'est les mecs, tu peux pas critiquer. Donc de toute manière, tu pourras discuter pendant 10 plombes, tu ne pourras pas critiquer leur coureur préféré. Alors ça marche avec Evenepoel, ça marche avec Verstappen ou avec Hamilton en Formule 1, ça marche avec... même avec des rappeurs, ça marche même avec des groupes de musique. Tu ne peux pas critiquer parce que tu as les fanboys de Queen par exemple. Il faut savoir que je n'aime pas Queen comme groupe, j'adore le rock mais je n'aime pas Queen. Vous avez voilà, les fanboys dans tous les domaines. Bon. Là, je sais qu'il y en aura pendant la Coupe du Monde de football, il y en aura pendant la fin de saison de Formule 1. Si je dis sur un Grand Prix que Verstappen a été moins bien, forcément les fans de Verstappen vont me tomber dessus. Et puis comme on est dans un monde où la nuance n'existe plus, ou très peu, et où le bon sens a un peu disparu, et la réflexion a disparu, vu qu'on veut que tout aille vite, forcément quand tout va vite, la réflexion disparaît, parce que la réflexion ça prend du temps. Forcément j'ai eu des situations où forcément sur l'étape où on me dit tu critiques Remco, forcément t'es un anti Remco Evenepoel. Non. Je critique parfois des coureurs que j'apprécie. Cette année, par exemple, j'ai critiqué Alexandre Kovi. Alexandre Kovi, c'est un coureur que j'apprécie. Je critique aussi les dernières années de carrière de Thomas Voeckler. Pourtant, j'ai été élevé à Thomas Voeckler. Moi, quand j'ai commencé à regarder le cyclisme, la première grande star que j'ai appréciée, c'était Thomas Voeckler. Je peux critiquer, ça s'appelle avoir de la nuance. Et critiquer Remco Evenepoel sur une ou deux étapes parce qu'il me semblait moins bien. Alors oui, à la fin je me suis planté parce qu'il gagne la Vuelta. Mais croire que c'est parce que j'ai critiqué Remco Evenepoel que je n'aime pas Remco Evenepoel, non. Je dis juste qu'à ce moment-là, je l'ai trouvé moins bien sur une journée. Bon. Ça s'appelle... les gens qui l'ont compris ont de la nuance. Les gens qui ne l'ont pas compris, excusez-moi, mais... vous avez raté quelque chose. On passe au bilan du parcours. J'ai pas aimé ce parcours. Je vous le dis très clairement. En fait, ça a commencé. Il faut savoir que normalement, je devais faire une vidéo sur le parcours de la Vuelta. Bon, j'ai jamais eu le temps de la faire. Donc, ce qui fait que j'ai fait une vidéo de présentation 2 semaines avant, où j'ai regardé un petit peu le parcours, et c'est là où j'ai récupéré toutes les étapes, où parfois j'avais des petits soucis, même avec les profils qui n'étaient pas totalement à jour sur Pro Cycling Stats, où il y a eu des modifications parfois de dernière minute. Mais on s'aperçoit quand même que sur ce profil de la Vuelta, ce qui est je trouve un gros problème de cette Vuelta 2022, déjà, vous avez un souci, c'est le départ aux Pays-Bas. Ça commence dès le départ aux Pays-Bas où il y a un problème. Quelle est la raison pour laquelle on part des Pays-Bas? C'est pour avoir des coups de bordure. C'est comme le départ au Danemark. Si tu veux avoir des coups de bordure, il faut être le long de la mer aux Pays-Bas, il faut être proche de l'île de Zélande notamment. On n'était jamais proche de la mer, quasiment, de ces 3 étapes. Contre la Montreux-Utrecht, l'étape 3, je crois qu'il y avait l'étape 3... On avait une 40aine de kilomètres et encore le long de la mer. Sinon, on n'était jamais le long de la mer. Déjà, juillet-août, le vent, même le long de la mer, peut être faible. Et en plus, si tu es loin de la mer aux Pays-Bas, tu risques de ne pas avoir beaucoup de vent. Il y a des coins où on sait qu'il y a du vent. Le Tour de France, par exemple, était passé par l'île de Zélande, parce que l'île de Zélande, c'est un coin qui est réputé pour avoir du vent. Mais si on part de l'étranger, si c'est juste pour faire plaisir aux mecs des Pays-Bas, mettez plutôt de l'argent sur le Tour du Benelux. Enfin, c'est nous, frères. J'adore cette mentalité de croire que, parce que c'est un peu presque une mentalité presque coloniale, j'ai envie de te dire. C'est sous-estimer qu'il y a des courses locales qui ont déjà du niveau. C'est ce que je disais notamment pendant le Tour de France, où j'ai dit, il y a déjà le Tour du Danemark, pourquoi partir du Danemark? Enfin, c'est pas un endroit où il n'y a pas de cyclisme, le Tour du Danemark c'est déjà bien, il y a déjà du monde sur le bord de route du Tour du Danemark. Pourquoi amener le Tour de France au Danemark? S'il n'y avait pas de raison sportive, en te disant il y aura du public, non, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Et là, on a vu sportivement que ces 3 jours n'ont eu que très peu d'intérêt, parce qu'à part la chute de Ineos, Carapaz, Sivakov, qui était tombé lors de l'étape 2 ou 3, et au final, bon, je suis pas sûr que ça a eu un énorme impact sur le classement général, mais à part Carapaz, je crois qu'il a perdu du temps sur les étapes aux Pays-Bas. Sinon, ça n'a pas eu d'intérêt, ce départ aux Pays-Bas. Et en plus, les sprints, il y avait peu d'opposition sur les sprints. Il y a eu 2 matchs sur les sprints. Bennett face à Pedersen, presque, à part sur le sprint de Breda où c'est un peu plus serré. Et sinon, ça a été Pedersen, Fred White. Il y a eu très peu de matchs sur les sprints. Même la victoire de Caden Groves, il est largement devant ce jour-là. Caden Groves, il est très bien emmené. Bon. Ensuite, j'ai eu donc un problème. À partir de l'étape 4 jusqu'à l'étape 10, le contre-la-montre, je trouve que c'est plutôt bien. Tout ce passage au Pays Basque, les étapes où on a des belles montées, il y a un enchaînement de difficultés. On n'a pas qu'une seule difficulté dans la journée. Même l'étape de Cistierna, parce qu'on peut quand même avoir un match entre baroudeur et non baroudeur, ce qui a été le cas sur cette étape-là, et où il y a eu quand même une bagarre dans l'échappée en fin d'étape. Mais c'était encore une fois l'étape presque la moins intéressante. Mais l'étape de Bilbao avec le Picorano était très intéressante. Enfin voilà, il y a eu vraiment des très belles choses. Et puis l'étape 10 contre-la-montre, où Remco Evenepoel prend beaucoup d'avance. Déjà, le contre-la-montre, moi je suis pas fan, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, le contre-la-montre, 30 km, ce format-là, je le vois tout le temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce format-là, pour moi, ça m'énerve, parce que c'est un type de format de contre-la-montre. Entre maintenant 15 et 30 bornes, il n'y a plus que ça sur les contre-la-montre individuels. Moi, je trouve que c'est des contre-la-montre qui n'ont pas d'intérêt. Je préfère les contre-la-montre plus longs. Qui ne veut pas dire qu'il y aura plus d'écart, hein. Parce qu'il faut arrêter de croire aussi cette idée que faire un contre-la-montre de 60 bornes, forcément, on aura des mecs à 6 minutes. Oui, Louis Mentiès. Par contre, les autres, les écarts seront les mêmes. Et il y aura une gestion de l'effort plus importante et il y a des mecs qui pourront se planter aussi sur la gestion de l'effort. Mais bon, encore, soit on passe là-dessus, bon, le contre-la-montre de 30 bornes, en sachant qu'en plus, il y a quand même un intérêt sur cette course, c'est qu'au bout de la 10e étape, on savait l'écart des bons sur le contre-la-montre. C'est-à-dire, on savait que l'écart ne ferait, que les bons en montagne ne feraient que réduire cet écart-là qu'ils avaient accumulé sur les 10 premiers jours de course. Le problème, c'est qu'à partir de la 10e étape, il se passe pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Il y aura l'étape de la Sierra Nevada. Le Peñas Blancas, ça a été tristoun, par exemple. Il y a eu la Sierra Nevada, la Sierra de la Pandera, qui ont été 2 étapes où il s'est passé des choses. Et puis après, il a fallu attendre l'Alto del Piornal et l'Alto del Piornal, c'est quasiment là où les derniers moments où il se passe des choses, parce que sur le Puerto de Navacerrada, l'étape 20, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, il y a eu quand même, sur les 10 dernières étapes, peut-être 4 étapes où il s'est passé des choses, où il y a eu un intérêt. 4 étapes sur 10. Sur les 20 étapes de cette Vuelta, il y en a la moitié où il ne se passe rien, où c'est le néant quasiment en termes de spectacle. Parce que vous allez me dire, ah oui, mais sur le Giro, il n'y a pas eu de bagarre pour le général. Tu dis que tu préfères le Giro, qu'il n'y a pas eu de bagarre pour le général. Je le dis toujours, mais je vais me répéter, c'est ce que j'ai dit sur le Tour de France déjà. Pour moi, un grand tour, ça ne se résume pas à la bagarre pour le général. Il faut arrêter de croire ça aussi. Il y a des années où, par exemple, les Français n'étaient absolument pas dans le coup pour la bagarre pour le général et où il n'y a absolument pas eu de spectacle pour le général. Et pourtant, j'ai aimé ces Tours de France-là. Donc il faut arrêter de croire ça, que c'est la bagarre pour le général qui fait le spectacle d'un grand tour. Non. Je pense notamment au Tour de France 2004. Armstrong est largement au-dessus sur le Tour de France 2004, on sait comment. Mais pourtant, il y a du beau spectacle. Je me souviens d'une échappée avec Bettini, l'échappée avec Vauclair, l'échappée avec Richard Virenque, Moncoutier aussi. Voilà, il y a du spectacle sur beaucoup d'étapes. C'est pas que non plus si les Français sont au top. Non. Ça se résume pas à ça, un grand tour. Là, par exemple, ce qui m'a manqué, les sprints, il n'y a pas de bagarre pour les sprints.
Il y a beaucoup d'étapes où il n'y a pas de bagarre dans l'échappée non plus, où on se fait chier. Il ne se passe pas grand-chose. La victoire, alors le classement général, il n'y a pas eu une grande bagarre. Sur la dernière étape, en plus, l'étape 20, il y a eu un statu quo. Il n'y a pas eu beaucoup de bagarres non plus pour le top 10. Parce que parfois, c'est ça aussi. C'est la bagarre pour les accessites, pour le podium, pour le top 10. Sauf que là aussi, il y a eu un peu de bagarre pour le podium, mais c'était pas non plus extraordinaire. Non, je trouve qu'il m'a manqué des choses sur cette Volta, et moi, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Mais le parcours, je pense, était une des raisons qui a fait que je n'ai pas pris de plaisir. On passe à Remco Evenepoel. Premier vainqueur d'un grand tour belge depuis 44 ou 45 ans. Bon, voilà. Je sais pas si on lance l'ère Evenepoel sur les grands tours, parce qu'on pensait ça avec Pogacar, et regardez, Vingegaard a réussi à le contrer. Je me dis juste que j'attends de voir ce que ça va donner dans les années à venir avec Pogacar, avec Vingegaard, avec également les jeunes pousses françaises, les Lenny Martinez et autres. Mais il y a quand même une génération là de cyclistes qui est très intéressante. Vous avez également une très belle génération du côté des sprinters. Vous avez une très belle génération là du côté des grimpeurs. Les matchs Vingegaard, Pogacar, Remco Evenepoel, ils sont alléchants. Ils sont alléchants parce que ce sont des coureurs qui ne respectent pas forcément les schémas préétablis. Même si j'ai presque envie de dire que la Remco Evenepoel, il a couru, je vais utiliser un terme, il a couru à la Armstrong. Pas dans le cas du dopage, mais vous allez comprendre. Il a couru à la Armstrong parce que un calme olympien, il n'a pas pris beaucoup de risques. C'est-à-dire, il a attaqué quand il était plus fort. Quand il n'était pas plus fort, il a suivi dans les roues. Il n'a pas tenté le diable sur cette Vuelta. La différence avec Armstrong, c'est que pour moi, l'équipe était assez faible sur cette Vuelta. Donc c'est même très intéressant de voir qu'avec une équipe qui n'était pas exceptionnelle, il a réussi à faire des très bonnes choses parce que c'est peut-être un des facteurs de progrès pour la Quick-Step, c'est trouver des équipiers. Vous avez Van Wilder, mais Van Wilder est encore un peu tendre. Il y a eu Julien Lafilippe. Mais il y a d'autres coureurs, je pense Masnada, qui n'ont pas été d'une grande aide. Brice de Venin, ça n'a pas été incroyable non plus. Donc là-dessus, il faudra travailler du côté de Quick-Step pour avoir une équipe plus consistante. Parce que là, ça a marché sur cette Vuelta, je ne suis pas sûr que ça marche chaque année. Voilà, je ne suis pas sûr que face à d'autres formations, ça peut le faire. Là, ça a marché, mais avoir une belle équipe, ça sert. On l'a vu avec la Jumbo cette année sur le Tour de France, ça sert d'avoir une grande formation. Mais Remco Evenepoel, ce qui est intéressant, c'est le calme. Il a fait 3 semaines hyper calme, hyper tranquille. Il n'a jamais vraiment paniqué. Il a été solide. Il a mis une tôle à tout le monde sur le chrono, parce que 48 secondes, c'est une tôle. Roglic qui prend 48 secondes sur 30 bornes, c'est une tôle. Et puis oui, il a été impressionnant. Il a été impressionnant. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le duel avec Roglic, mais très clairement, je pense que même du grand Roglic aurait eu du mal. Il a jamais craqué. Or, il y avait quand même un écart de 2 minutes ou une 40, je ne sais plus, quand Roglic abandonne. Je suis pas sûr que Roglic aura réussi à refaire la différence, surtout qu'on a vu qu'à l'Alto des Piornal, c'est là où pour moi il gagne la Vuelta, c'est à l'Alto del Piornal où il met, ce jour-là, la course se déclenche de très tôt et il montre à tout le monde qu'il est le plus fort. Il a été très fort pendant toute cette Vuelta Remco. Moi je pense que c'est l'avenir, oui, ça c'est clair et net. Faudra voir comment il encaisse l'année prochaine, parce qu'on a vu des mecs gagner des grands tours et puis ensuite derrière avoir du mal à enquiller, à enchaîner. Donc là, il faudra voir comment il arrive à enchaîner derrière Remco Evenepoel. Peut-être en fin de saison, il y a le Tour de Lombardie notamment. Vous avez également les championnats du monde, mais voire l'année prochaine. Mais il faudra voir s'il arrive à être performant de nouveau.
mais je vois pas pourquoi il serait pas performant. C'est un coureur qui est très solide dans sa tête. Il a un très gros mental, hein, Remco Evenepoel. La seule inquiétude moi, que j'ai, c'est son équipe, que j'ai trouvé très faible. Mais peut-être que si on rajoute 2-3 éléments, ça peut le faire pour autour de Remco Evenepoel. Est-ce qu'il fera le Giro? Moi, je verrais bien sur le programme de l'année prochaine Remco Evenepoel faire Giro Tour d'Espagne, tenter de doubler, ne pas faire encore le Tour de France, essayer de se protéger par rapport au Tour de France, tenter de nouveau le Tour d'Italie, qu'il connaît bien, il l'a déjà fait. Et puis ça lui permettrait en plus le Tour d'Italie d'être quand même présent sur les classiques ardennaises. Et puis ensuite de faire une grosse coupure, de repartir sur la Vuelta pour tenter de défendre son titre. Moi je pense que ça serait l'option la plus logique. Et peut-être laisser Julien sur le Tour de France avoir un peu plus sa carte pour l'année prochaine. Mais ça a été du grand Remco Evenepoel. Voilà, il n'y a pas d'autre grand chose d'autre à dire. On passe à Enric Mas. Encore sur le podium. Non, encore sur le podium, avec une grosse équipe Movistar autour de lui. Moi, il n'a jamais été en capacité vraiment d'aller chercher Remco Evenepoel. C'est la seule déception qu'on pourra avoir du côté d'Enric Mas, c'est que on a toujours senti que à la fois Roglic, à la fois Remco étaient une marche au-dessus. Et Enric Mas aujourd'hui, c'est ce qui lui manque. Il lui manque un truc pour être avec ces mecs-là. C'est pas la deuxième division, mais il est un petit ton, un petit cran en dessous. C'est pas Miguel André Lopez. C'est pas Remco Evenepoel, c'est pas Pogacar, c'est pas Vingegaard, c'est pas Roglic. Je dirais que c'est même pas Bardet, c'est pas Carapaz. Il est un peu en dessous de ces coureurs-là. Par contre, c'est un coureur qui est intelligent, qui a beaucoup progressé sur sa gestion de l'effort. Enric Mas, parce que c'était notamment chez Quick-Step un de ses problèmes, qui je trouve a pris le rôle de copatron chez Movistar avec beaucoup de force, ce qui n'est pas facile parce que Movistar c'est la maison de Valverde, mais il a réussi à s'imposer très vite chez Movistar, ce que d'autres n'ont pas réussi à faire. Et puis c'est peut-être lui qui sauve la Movistar, parce que ça fait 2 années d'affilée qu'il est sur le podium de la Vuelta. Ça fait beaucoup de points. Pas de chance pour lui, il pouvait faire un 10e ou 11e du dernier Tour de France. Mais pour moi, le problème de Enric Mas, c'est qu'il faut encore qu'il progresse. Est-ce qu'il a la capacité de le faire? Peut-être pas, mais s'il veut chercher la gagne sur un grand tour, il lui en manque un peu. Il lui en manque un peu en montagne, il perd trop de temps sur le chrono, ça c'est clair et net, mais il lui en manque encore une chouille en montagne. Alors certains diront oui, mais s'il n'y avait pas eu le chrono, il serait devant Remco Evenepoel. Oui, avec des si, on mettrait pareil en bouteille, phrase de vieux. Mais surtout, s'il n'y avait pas eu de chrono, est-ce que Remco Evenepoel déjà serait allé sur cette Volta? Et s'il n'y avait pas eu de chrono, Remco Evenepoel aurait peut-être attaqué beaucoup plus tôt dans le Pays Basque. Et aurait peut-être été beaucoup plus offensif qu'il ne l'a été. Ce qui aurait changé la course. Est-ce que Enric Mas aurait suivi les attaques de Remco? Excusez-moi d'en douter énormément. Mais du côté de Remco Evenepoel, je pense qu'il doit... d'Enric Mas. Il est 17h40, hein, j'ai monté 2 vidéos ce matin, c'est la 3e vidéo que je fais aujourd'hui. Qui sera prête aujourd'hui, donc un petit peu de fatigue. Surtout que j'ai fait des choses à côté. Mais du côté de Enric Mas, aujourd'hui, il lui en manque encore un petit peu. Et c'est ce qui ressort de cette Vuelta, c'est que Enric Mas, s'il veut aller chercher un Remco Evenepoel, s'il veut chercher un Primož Roglic ou d'autres coureurs comme ça, il va falloir qu'il progresse. Est-ce qu'il a les capacités de progresser? Peut-être pas. La Movistar a pas été mauvaise. De là à dire que ça a été une bonne formation, peut-être pas. Je trouve quand même que sur cette Vuelta,
c'est peut-être un ressenti que j'ai eu, mais il n'y a pas vraiment une équipe qui a pris en main la course. Voilà, la Quick-Step a jamais pris en main la course, la Jumbo pas vraiment plus que ça non plus. Ineos, c'était timide. Un peu sur la fin de la Vuelta Ineos, mais c'était pas non plus extraordinaire. Pareil pour Movistar. Donc c'est à réfléchir également sur l'équipe à emmener. Du côté de la Movistar, elle était peut-être plus impressionnante même sur le Tour de France. Du côté de la Movistar. Après, ça serait bien que cette équipe-là ne se contente pas de Henrik Mas. Parce que ça peut pas suffire. On continue après Henrik Mas avec le retour, j'ai oublié de le marquer, donc je le marque maintenant, le retour du cyclisme espagnol avec Juan Ayuso et Carlos Rodriguez notamment. Ça fait du bien de revoir un petit peu des Espagnols aux avant-postes au classement général, parce que c'est vrai que c'est une nation qui a eu du mal ces derniers temps. Et c'est vrai que on a quand même trois Espagnols dans le top 10, Enric Mas, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, que Valverde est quand même 13e, Landa 15, Sanchez 16, Oscar Cabedo de la Burgos finit 22e à 1h54. Sachant que c'est le grand tour où les écarts ont été le plus réduits cette année. Il y a quand même des Espagnols qui commencent à pointer le bout de leur nez. Je pense également Marc Solé qui est toujours là, mais je pense à Ukamika dans les échappées. On a vu quand même les Espagnols. Je pense également à la victoire de Jesus Serrada aussi. On a vu les Espagnols, ce qui était quand même pas sûr, parce que sur cette Vuelta, avant cette Vuelta, on avait quand même des inquiétudes. C'est vrai que les Espagnols, en ce moment, c'est moyen. Et on se disait, on mise quand même sur Juan Ayuso, Carlos Rodriguez. Ce sont des coureurs qui n'ont jamais fait 3 semaines. On ne sait pas comment ils vont s'en sortir dans ce genre de situation. Or, Juan Ayuso, il a été très performant à la 3e place. Et il a surtout... alors, il y avait un peu de fatigue sur la fin, mais pour un coureur de cet âge-là, 3 semaines, c'est compliqué. Et il a fait la même performance que Pogacar. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis Carlos Rodriguez, tu te dis que s'il n'y a pas la chute, il est capable aussi également d'être aux avant-postes. Et que vu la gamelle qui s'est prise, ça montre aussi une belle force de caractère et vraiment quelque chose de très intéressant. Par contre, la déception par rapport et cette nuance par rapport au cyclisme espagnol, certes, vous avez 2 coureurs espagnols, 2 jeunes qui commencent à émerger. On pourrait penser à Penalver, qui n'a pas pu faire cette Vuelta pour cause de Covid, du côté des sprints. Le problème, c'est que ce sont 2 coureurs qui ne sont pas passés par des équipes espagnoles. Ni Movistar, ni Kern Pharma, ni d'autres formations. Et c'est là où on voit qu'il y a un problème dans le cyclisme espagnol, c'est quand tu commences à avoir des jeunes coureurs qui ne passent plus par tes propres structures. Ça a été un problème notamment en France, je pense avec Warren Barguil. Warren Barguil qui a été formé aux Pays-Bas avec Sunweb d'Essen. Ce qui montre bien qu'à un moment, il y avait un problème dans le cyclisme français au niveau de la formation. Je pense à Guillaume Martin, c'est Intermarché Antigobert, qui, quand les coureurs s'exilent très jeunes, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal que Movistar n'ait pas un des 2. Et moi, ça me pose une inquiétude, c'est quand on ne fait plus confiance aux structures locales pour former les coureurs. On peut aussi dire, vous avez également un problème du côté du cyclisme espagnol, je le dis depuis quelques années, c'est que je trouve qu'il y a trop de structures de 2e division et qui sont trop petites. On le voit, Burgos, Euskaltel, ce sont des équipes qui ont un niveau... La seule différence avec une équipe de Continental, c'est qu'il y a 20 coureurs à l'intérieur. Mais ce sont des équipes qui ne sont pas d'un très grand niveau, qui n'ont pas des très grands coureurs. Je mettrai à part Kern Pharma,
Déjà parce que Kern Pharma mise énormément sur la formation et que du côté de Kern Pharma, il y a quand même quelques pépites. Chez Burgos, il y a Penalver, Okamika, ça va être dans les échappées. Je trouve par exemple une équipe qui n'a pas vu le jour, c'est Euskaltel. Et c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions sur le fait d'avoir pris Euskaltel au lieu d'avoir pris Cara Rural. Ça aurait permis en plus une autre fin de carrière à Michael Nieve. Parce que Euskaltel, c'est une équipe qui, je crois, n'a pas grand-chose à faire en deuxième division aujourd'hui. Une équipe qui n'est pas d'un très grand niveau. Autant Burgos cette année, notamment Penalver, a fait des bons résultats. Autant à Euskaltel, on ne voit pas d'évolution dans cette formation. Tu pourrais presque dire aller en continental, ça ne changerait pas grand-chose, quoi. Surtout qu'il va y avoir des beaux projets l'année prochaine en deuxième division. On parle de l'équipe Tudor, il y a également l'équipe de Nibali. Donc on va peut-être se retrouver à avoir beaucoup de formations en deuxième division. Il y a l'équipe également, le mec qui a gagné sur le Tour du Luxembourg, je ne sais plus, une équipe néo-zélandaise ou australienne qui veut monter également en deuxième division. Vous avez l'équipe chinoise aussi, en ce moment qui est menée par Amael Moinard qui veut monter, on va dire, à court terme dans 2 ou 3 ans en deuxième division. Ça fait beaucoup de projets qui vont se retrouver en deuxième division. On va se retrouver, pourquoi pas, avoir 20, 22, 23 équipes en deuxième division. J'ai peur que les petites équipes italiennes, les petites équipes espagnoles en souffrent et soient obligées de redescendre. Et c'est vrai que dans le cas d'Euskaltel, c'est pas une équipe qui m'a impressionné. Et quand tu vois donc un Ayuso, un Rodriguez ont préféré passer dans des structures étrangères pour faire leur début, c'est inquiétant pour ces équipes-là. Ça montre que dans ces équipes-là, on ne travaille pas suffisamment bien. Parce que si on travaillait suffisamment bien, un Ayuso, un Rodriguez, ils auraient fait leur début dans ces équipes-là. Ils n'auraient pas été chez UAE ou chez Ineos. S'ils sont allés dans ces formations-là, certes, il y avait la peine du gain, mais c'est aussi que ça ne travaille pas suffisamment bien dans les équipes espagnoles. Je continue avec Roglic. Que dire de Roglic? Ça a été une Vuelta compliquée pour Roglic. Compliquée et en même temps rassurante. C'est bizarre ce que je dis. Compliqué parce qu'il démarre la Vuelta en n'étant pas au top de sa condition physique parce qu'il a vraiment subi très fort le tour de France avec notamment cette luxation de l'épaule, des problèmes de dos également au cervical je crois, et ce qui fait qu'il a souffert à ce moment-là. Il finit en eau de boudin avec cette chute et ce communiqué de presse ignoble sur Fred White. Entre ces deux moments-là, il y a eu quand même des choses intéressantes. Déjà, l'envie d'animer la course. En montagne, il a vraiment pris du rythme. Et peut-être qu'en fin de Vuelta, il aurait été vraiment menaçant pour Remco Evenepoel. Plus menaçant que ne l'a été Enric Mas. Ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on se dit il est toujours capable de faire des choses sur 3 semaines. Voilà. C'est vrai que cette année, on l'a vu sur des courses d'une semaine, sur 3 semaines, ça a été plus compliqué. Donc c'est là où c'est rassurant du côté de Primoz Roglic. Maintenant, il y a quand même une grande question qui se pose, c'est qu'en sachant qu'il y a Vingegaard qui a gagné le Tour de France, il n'aura plus la primauté du programme. Donc, est-ce que l'année prochaine, il devra aller sur le Giro et sur la Volta et ne pas aller sur le Tour de France? C'est des questions qu'on peut se poser. Mais du côté de Roglic, la chute est triste, mais c'est une erreur de sa part. Je pense pas à cause d'un manque de lucidité, à cause d'un effort très violent. Et ce début de course compliqué. Ce chrono aussi, 48 secondes pour moi c'est beaucoup, même si Renko est super, qui est très bon rouleur. De là à se prendre quand même 1 seconde 5 dixièmes tous les kilomètres. Normalement aussi, Roglic c'est pas un branquignol sur le chrono. Donc s'il a perdu autant de temps sur le chrono, je rappelle qu'il est quand même champion olympique du chrono Roglic. Donc s'il a perdu autant de temps, c'est pas normal.
C'est pas normal, mais je trouve que cette année, Roglic, en passant, je trouve que sur ses chronos, il n'a pas été très impressionnant. Alors, est-ce qu'il a tenté de changer quelque chose sur ses chronos? C'est vrai qu'on en avait parlé à Paris-Nice, où il emmenait un très gros braquet et qu'il n'avait pas tenu sur la fin du chrono. Et au Dauphiné, pareil, où je crois que c'était au Dauphiné où j'avais dit putain, il emmène quand même très gros en braquet et ça tourne pas bien, et ce qui fait que ça le fait changer de trajectoire tout le temps. Alors il y a eu peu d'images de Roglic sur le chrono du Tour d'Espagne pour voir s'il avait tenté de changer quelque chose, mais j'avais l'impression que sur ce Tour d'Espagne, il emmenait plus petit. Est-ce que ça a été le problème sur le chrono du Tour d'Espagne, peut-être, par rapport à Remco et Evenepoel? Mais Roglic, il y a un côté rassurant parce que oui, on l'a vu, il est capable toujours de se battre avec les meilleurs, et les meilleurs de la nouvelle génération, et en même temps inquiétant parce que la chute, parce que l'année a été, on l'a dit, merdique, un peu comme Julien Lafilippe, donc il y a comment il va se remettre aussi de toutes ces blessures accumulées cette année. Peut-être qu'il aura une saison 2023 qui ne sera pas facile non plus. Je poursuis avec le bilan des Bleus, le bilan des équipes françaises. Il y a eu une victoire d'étape pour Herrada. Il y a un top 10 avec Ben O'Connor, même si c'est un top 8 relatif. Il est à 10 minutes 30. C'est pas si foufou que ça quand même, au niveau du général. Et surtout, il a... Alors, Ben O'Connor aussi, ça fait un peu comme Roglic. Lui, il est monté en puissance. C'est-à-dire, au début, il avait beaucoup de mal. Ses premières étapes de montagne, c'était pas foufou. Par contre, sur les derniers jours de course, il avait vraiment un très très bon niveau, O'Connor. Donc, il y aura de la frustration là-dessus. Il y aura... et puis, il pourra se dire quand même, j'ai fini devant Chainley, devant Menciez, devant Uran. Mais il était quand même à 2 minutes de Rodriguez et d'Arensman. Du côté des Rada, c'est une belle victoire d'étape. Brian Cocard, il y a eu un manque de constance, mais j'ai l'impression qu'il est arrivé fatigué sur cette Volta, avec un pic de forme qui était passé. Le pic de forme il était prévu pour le Tour de France et il était un peu passé. Et ce qui fait que c'était un lot de consolation, on va dire, cette Volta. Normalement, il devait faire le Tour de France, s'y retrouver sur la Volta. Mais ça n'a quand même pas été facile. Mais il a quand même apporté des points à Cofidis, comme ce qu'a fait Herrada. Et puis, bon, voilà, O'Connor, 8e, c'est intéressant aussi. Du côté de la Groupama, on a tenté, on n'a jamais trouvé l'ouverture pour Thibaut Pinot. On a tenté chez G2R également pas mal d'attaques. Arkea, course compliquée, forcément vous n'avez pas votre leader. Après je trouve que Elie Gebert, que Gugelmi ont fait une bonne course. On a tenté les sprints également avec Connor Swift. Bon, après d'autres coureurs ont été un peu plus discrets. Et du côté de la Groupama, Thibaut Pinot, il lui en a manqué sur cette Vuelta, mais encore une fois, la raison est peut-être aussi sur le nombre de jours de course qu'il a accumulé. Il a été en forme en plus très tôt, c'est-à-dire qu'il était en forme déjà au moment du Tour des Alpes, donc ça a peut-être été compliqué pour lui de garder une grande condition physique sur la fin de saison. Mais du côté des Bleus, c'est pas foufou. Voilà, je pense que c'est le bilan qu'on peut retenir, c'est que ouais, c'est pas le plus beau grand tour de la France sur les 10 dernières années. Ça, il n'y a pas à dire, ça a été compliqué. Et même, j'ai envie de dire, sur les grands tours, en général, la France a été un petit peu en difficulté cette année. Il y a eu David Gaudu, mais David Gaudu ne doit pas cacher la difficulté qu'on a eue à mettre des mecs dans le top 10 ou dans le top 15 sur les 3 grands tours. Je poursuis avec les sprinters. Pedersen qui remporte le maillot vert sans surprise, 409 points. Bon, il a été dominateur sur ces 3 semaines de course.
Dommage que Sam Bennett ait abandonné si tôt dans la course. Ça nous aurait donné quand même un grand match. Parce que Sam Bennett avait fait vraiment deux très beaux sprints, bien emmenés par Van Poppel, qui a ensuite continué à être performant d'Adi Van Poppel. Et peut-être que pour Bennett, ça aurait été plus compliqué pour aller chercher ce maillot vert. Peut-être qu'il aurait dû prendre plus d'échappées pour lâcher son adversaire. Caden Groves remporte une étape, Molano aussi. Bon, Molano remporte la dernière devant Ackermann. Le sprint est à la limite de l'irrégulier. Pour moi, il est régulier, mais bon, il a été considéré comme pas irrégulier de la part de l'UCI, de la part des commissaires. Molano, bon, comme j'ai dit, pour moi, c'est un sprinter numéro 1. Je comprends pas pourquoi UAE le cantonne à un rôle de poisson pilote. Il est pas bon dans ce domaine-là. Il aime pas faire ça. Et il est bien meilleur en tant que sprinter numéro 1. Laissez-le être en sprinter numéro 1. Même si, Molano, il faudra qu'il se calme quand même sur les sprints. Parce que c'est pas le dernier à sortir des coudes. Et surtout, je trouve ça incroyable qu'après ce qui s'est passé avec Hugo Page, il n'y a rien eu en sanction. Et là, pour moi, on est toujours dans les gros problèmes de l'UCI. Un Boigny aurait fait ça, il se tapait 1 mois, 2 mois de suspension. Bon, Molano, il se tape rien. Bon, pour moi, ça nuit énormément à l'image du cyclisme. Il y a eu une seule disqualification. Bon, voilà, pour moi, ça méritait une suspension bien plus importante. Surtout que Molano, il y a quand même un passif aussi au niveau des sprints. Encore une fois, avec des sprints très virils de la part de Molano et parfois dangereux de la part du coureur colombien. Caden Groves, tu t'aperçois qu'ils lui font un train. Et il est très performant sur les sprints sur le plat. Dès que ça grimpouille un peu, on l'a quand même vu très vite lâcher. Donc une réflexion à avoir sur Caden Groves. Bon, il quitte Bike Exchange à la fin de saison. Et puis donc dommage qu'on n'ait pas vu ce match entre Pedersen et Sam Bennett. On passe aux deux animateurs pour moi, peut-être de ces... aux trois animateurs pardon, de ces 3 semaines de course. Pour moi, il y a Fred White. On va les mettre comme ça, les animateurs, c'est comme ça qu'on va les appeler, pour faire un peu plus rapide dans cette vidéo. Fred White, qui a été l'animateur de cette année 2022. S'il y a un coureur à retenir de l'équipe Bahreïn en 2022, c'est, je pense, Fred White. Qui a fait vraiment du très très bon job. Il est un peu dans un style à la Colbrelli, ou voire même à la... c'est plus un puncher véritablement qu'un sprinter, Fred White, avec d'énormes qualités de baroudeur. Ça roule toujours, Fred White. Il est plus douqué que Wout van Aert, Fred White. Voilà, dans l'idée. Mais il a fait quand même des très bons sprints. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué beaucoup de points sur les premiers jours de course aux Pays-Bas, parce que sinon il aurait peut-être pu menacer un peu plus Pedersen pour le maillot vert. Mais il a été animateur de ces 3 semaines de course. Et s'il y a bien un coureur qui a apporté un petit peu de spectacle à la Vuelta, c'est lui. Jevine, peut-être la révélation en montagne. On l'avait vu performant, mais pas à ce niveau-là. Et pas avec un tel plateau, une telle adversité. Il confirme le talent qu'Alpecin a vu en lui. C'est aussi très intéressant parce que ça permet de voir que on peut arriver dans le cyclisme professionnel sans passer forcément par les équipes amateurs, par les cadets, les juniors, les espoirs, les élites. On peut venir par d'autres voies. On le savait par le VTT, on le savait par le cyclocross. Il y avait eu des tentatives avec le cyclisme sur piste qui n'ont pas toujours marché, mais je pense à Gaviria. Je pense également à Jonathan Milan du côté de la Bahreïn. Et on s'aperçoit que maintenant on peut également tenter le cyclisme sur route en passant par Swift. Et ça, c'est très intéressant. Pour moi, ces 2 victoires, ce sont des démonstrations.
moi, je pense que c'est un coureur qui est fait pour les grands tours. Moi, je pense que c'est un coureur qui est fait pour le général des grands tours. Il reste plus qu'à le démontrer désormais. Et puis Richard Carapaz, animateur de la course, animateur sur tous les points, hein, parce qu'il y a eu ces engueulades, notamment avec son directeur sportif aux Pays-Bas. Il y a eu cet échec au Pays Basque, où il a vraiment souffert. Et puis ensuite, cette réussite sur les étapes de montagne et au niveau du classement de la montagne. Bon, dommage qu'on n'ait pas eu le match face à Jevine jusqu'au bout, mais je trouve que Richard Carapaz a sauvé. Il a presque une excellente saison, Carapaz. Il est presque à l'excellente saison. Il fait une très bonne saison. Podium sur le Giro, où il a été animateur de la course également, même s'il n'était pas au top de sa condition physique. Animateur de la Vuelta avec 3 victoires d'étape et il remporte le classement de la montagne. On ne peut pas dire que Carapaz n'ait pas fait une bonne année en 2022. Il rejoint EF. Très bon choix de la part de EF de le recruter. Et on verra ce que ça donnera pour le champion olympique dans une nouvelle structure et avec peut-être un autre calendrier où il pourra choisir un peu plus ses courses. Je termine cette vidéo sur la Vuelta avec un peu une rétrospective pour moi des grands tours. Une comparaison avec le Giro et les Tours de France. J'ai préféré largement le Tour de France cette année. À la Vuelta, j'ai préféré le Giro aussi. Le Tour de France, pour moi, a été le meilleur grand tour de cette année. Et c'est peut-être l'un des meilleurs grands tours qu'on ait eu sur les 4-5 dernières années. Alors, il y a eu le Giro 2009 est pas mal aussi. C'est vrai que la Vuelta l'année dernière est pas mal. Mais voilà, c'était du très très bon niveau pour le Tour de France. Le Giro, je trouve, était pas si mauvais. Parce qu'il y a quand même eu le suspense jusqu'au bout pour la victoire générale entre Carapaz et Hindley. Parce que vous avez eu également Van Der Poel sur les premiers jours de course. La bagarre Van Der Poel-Guilhermet aussi, sur notamment l'étape remportée par Guilhermet. Ça, je trouve que ça a été une bagarre intéressante. Les sprints, le Tour, le Grand Tour, on a eu les sprints les plus disputés cette année. C'était le Tour d'Italie. Et assez largement. On a eu des très beaux sprints qu'on n'a pas eu sur le Tour de France. Là, on les a eu sur le Tour d'Italie. Des très très beaux sprints. Et avec des belles arrivées en plus qui n'étaient pas touchy, contrairement à ce qu'on a eu peut-être un peu plus sur le Tour de France. Et pour moi, ça a été mon grand tour favori cette année, c'était le Tour de France, le Giro en 2 et la Vuelta en 3, que je n'ai pas apprécié cette année. Et vraiment, bon, je l'ai dit et redit, mais c'est vraiment une course qui ne m'a pas passionné. Bon, on se retrouve pour refaire un bilan des classiques canadiennes, avec une semaine de retard quasiment. On fera également un bilan du Tour de Luxembourg. Et puis, préparation des championnats du monde. Demain, une vidéo, on parlera un petit peu des championnats du monde, du programme notamment, des différentes courses, et puis du chrono, le parcours des différents chronos. Et puis, on fera un bilan notamment des courses pendant ces 3 semaines, pendant cette semaine de compétition. Voilà, il y aura pas mal de choses à dire sur ces championnats du monde. Du côté de l'Australie, on parlera des parcours. Et voilà, on essaiera de faire une petite présentation de ces championnats du monde. Allez, à la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!